Bienvenue dans Gouvernance à voix haute, le podcast qui explore sans faux semblant les pratiques, les choix, les dilemmes et les espoirs de celles et ceux qui font la gouvernance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme dont le parcours force le respect, autant par la rigueur de son expertise que par la constance de ses convictions, Carole Sirou. Ancienne présidente de Standard & Poor's France, responsable mondiale de la conformité chez S&P Global, et aujourd'hui présidente exécutive d'Etifinance et administratrice du groupe Crédit Agricole, dont elle assure la présidence du comité des risques. Carole a su faire dialoguer finance et éthique, notation et durabilité, et j'oserais ajouter féminin et leadership. Alors Carole, bienvenue. Je suis très heureuse de te tendre le micro. Merci Bénédicte et merci pour ces compliments qui me touchent beaucoup de ta part. Merci de me donner l'opportunité finalement de parler de gouvernance et de la manière dont je la pratique au quotidien. Alors Carole, commençons simplement. Est-ce qu'il y a un mot qui arrive à définir ton parcours, qui est quand même du grand au petit ? Moi j'ai toujours suivi mes convictions, tu l'as dit, mes passions, mes centres d'intérêt avec une forte curiosité. Et donc finalement, je suis tombée dans l'analyse financière assez jeune. Et finalement, cette expérience de l'analyse du risque m'a portée, comme tu l'as dit, jusqu'au conseil d'administration de Crédit Agricole SA. Donc risk management, analyse et certainement curiosité sont trois mots qui sont importants pour moi. Et puis l'éthique et les valeurs, bien entendu. Alors, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur quelques étapes clés qui auraient forgé ton parcours ? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent et qui ont fait que... Alors, je sais, comme tu es passionnée, tu as pris par opportunité certainement, mais est-ce qu'il y a des choses qui particulièrement t'ont permis de capitaliser et de progresser et d'avancer, notamment en matière de gouvernance ? Alors, j'ai découvert la gouvernance à l'issue de la réglementation sur les agences de notation. Puisque je venais de prendre la responsabilité du bureau parisien de Standard & Poor's et que dans le cadre de cette réglementation, il fallait avoir une gouvernance formelle avec un conseil d'administration et des indépendants. Et là, j'ai découvert finalement ce qu'était qu'un indépendant. Et j'ai beaucoup appris à travers la personne qui a pris ce poste, qui était un homme expérimenté et qui m'a fait part en tant que, je dirais, et leader et ensuite administrateur, finalement, m'a fait découvrir ce rôle. Et encore aujourd'hui, je pense souvent à lui. Tu es dans S&P France à cette époque où tu étais au sein d'un grand groupe et quand même au sein de grands groupes, parce que la législation était importante, il fallait mettre en place une gouvernance spécifique. Il y avait une autonomie quand même de cette gouvernance, il y avait un rôle... Alors pas vraiment, elle était très réglementaire et donc c'était assez difficile finalement de naviguer entre les exigences d'une filiale à 100% d'un groupe en plus américain et des exigences réglementaires européennes. Et donc, il fallait savoir naviguer. Il a fallu d'abord créer toute cette gouvernance avec tout le formalisme qui s'impose dans le cadre d'un texte réglementaire et financier. Donc, c'est là que j'ai découvert des sujets comme les contrôles internes, etc. Et qui aujourd'hui, une expérience qui me sert beaucoup. Alors, ça a été, je dirais, ma première expérience. Ensuite, quand j'ai quitté S&P, j'ai eu la chance de rejoindre plusieurs conseils d'administration en tant qu'indépendante, donc de l'autre côté. Et surtout, ce que j'ai découvert et qui me manquait en fait en tant que opérationnel à la fin de ma carrière, c'était cette capacité finalement de rendre un peu de mon expérience à des dirigeants souvent plus jeunes ou ayant des expériences différentes et de pouvoir leur apporter un éclairage avec, je dirais, engagement et bienveillance, parce que je pense que ça fait partie des attributs d'un indépendant, c'est de challenger, mais de le faire avec bienveillance. Oui, donc en fait, c'est la transmission qui t'a animé à ce moment-là. Tu dis, je peux élever, alors au sens le plus noble du terme, le plus noble, élever, transmettre, accompagner des structures, des CEO, des hommes et des femmes qui ont des idées, des envies, et avec ton regard et ta façon de voir les choses, finalement, tu pouvais mieux les guider dans leurs décisions ou leur faire
peut-être mieux les questionner pour qu'ils se forgent leurs décisions? Alors, mieux les questionner, puisqu'il s'agit bien de comprendre la différence entre être administrateur et puis être opérationnel et CEO, mais de les questionner, de les encourager à regarder les choses sous un angle un peu différent, et puis faire part aussi d'une expérience qui peut être différente, mais qui doit être adaptée à l'entreprise. Un point qui est très très important pour moi, c'est l'adéquation finalement entre l'entreprise, son métier et ce que je sais faire et mes valeurs. Alors, il m'arrive souvent d'être approchée pour des conseils d'administration et j'ai juste pas d'affect avec le métier que fait cette entreprise. Donc, je sais que je ne pourrais pas donner le meilleur de moi-même, et je pense que c'est vraiment quelque chose important. En tant qu'administrateur, on ne peut transmettre et finalement apporter de la valeur que dès lors qu'on fait part aussi d'un engagement très très fort. Souvent, on pense que les administrateurs, ça ne fait rien, ou ça se prépare 1 heure avant le conseil, les comités, et en fait, non. Pour être un administrateur qui apporte de la valeur au management, et je pense qu'on parlera de l'autre côté tout à l'heure, mais il faut vraiment faire son travail, avoir beaucoup de curiosité, lire énormément, se renseigner sur l'entreprise, ses concurrents, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus qu'il n'y paraît. En tous les cas, c'est, je pense, la manière dont la gouvernance apporte le plus de valeur est en train d'évoluer un rôle un peu honorifique a finalement un rôle très important. Oui, donc en fait, je reviens juste un tout petit peu en arrière. L'administrateur, c'est une boîte à questions. Enfin, moi, je dis souvent ça à mes cours. C'est une boîte à questions. Et le CEO, il faut qu'il soit en capacité de recevoir ces questions. CEO, homme ou femme, hein. Il faut qu'il soit en capacité de recevoir ces questions. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté ou dans des situations où tu avais des CEO ou une direction générale qui avait du mal à percevoir ou à vouloir recevoir le questionnement des administrateurs? Oui, je pense que c'est normal, surtout à partir du moment où ce questionnement dérange. Mais une autre valeur qui me tient beaucoup à cœur, c'est le collectif. Et je pense qu'un conseil d'administration, c'est un collectif, et qu'il faut qu'il soit composé justement d'une diversité d'expériences, de personnalités, etc. Et donc, je pense que un conseil qui marche bien, c'est un conseil aux différents administrateurs avec des personnalités, des styles différents, peuvent faire pousser certains messages un peu plus difficiles, parce que justement c'est pas binaire, en fait, c'est pas juste le CEO et l'administrateur. Donc un vrai collectif qui marche va vraiment bouger les choses. Alors peut-être une expérience pour illustrer ça, la CSRD, et là je vais parler plutôt de mon board au Crédit Agricole, où en fait il y a un engagement très très fort des administrateurs autour de la mise en œuvre de la CSRD, et qui s'est traduit par moments par effectivement des si ce n'est des clashs, mais au moins un peu des frictions ou des approches un peu différentes. Mais finalement, le résultat ultime, à travers de nombreuses itérations, finalement, s'est traduit par une première publication sur laquelle tout le monde est aligné. Donc, c'est un peu normal. Je trouve ça d'ailleurs sain, qu'il y ait un peu si ce n'est des tensions, mais de temps en temps des frictions. Et sinon, ça sert à rien. Sinon, on fait des conseils d'administration pour être une chambre d'enregistrement, ce qui est pas très utile, ni pour l'entreprise, ni pour les personnes qui composent ce conseil. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Carole Siroux, Chief Executive Officer d'Etifinance. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu une première expérience avec la gouvernance avec S&P France, puis une deuxième expérience, alors j'ai peut-être pas les bonnes chronologies, pardonne-moi, en tant qu'administratrice indépendante de Crédit Agricole. Donc là, on est dans une autre type de gouvernance très processée, un très grand compte. Enfin, Crédit Agricole, c'est immense. C'est un groupe immense et un très beau groupe. Immense. J'en profite pour le mettre en avant parce que c'est un magnifique groupe financier. Voilà. Et aujourd'hui, tu es la CEO d'une PME. Alors, c'est une troisième expérience, en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être CEO d'une PME dans la gouvernance ? Alors d'abord, ça m'apporte l'humilité
et de ne plus jamais regarder un entrepreneur ou une entrepreneuse de la même manière. En fait, on ne se rend pas compte quand on est dans des groupes processés, comme tu le dis, qu'il s'agisse du Crédit Agricole ou de S&P, finalement du confort dans lequel on évolue et que en tant que CEO d'une PME, qui fait 12 millions de chiffre d'affaires et qui a 130 personnes dans 3 pays européens, eh bien en fait, on est à la manœuvre tous les jours. On doit gérer du plus stratégique au plus opérationnel. Qu'il faut pas avoir il faut surtout pas avoir d'arrogance parce que il faut savoir tout faire. Beaucoup d'humilité. Et en fait, en tant que CEO d'une boîte de petite taille, ce qui me manque le plus, c'est justement d'avoir souvent des gens autour de moi auxquels je peux me confier ou en tous les cas pouvoir avoir une vue discordante ou en tous les cas une vue qui me permette de vérifier si mon hypothèse centrale est la bonne. Et en fait, c'est un peu ça que j'attends aussi de mon conseil et c'est pas toujours si simple. En fait, on touche par là la solitude du dirigeant. On pourrait peut-être se dire que dans les PME, finalement, cette gouvernance pourrait avoir un de ses rôles pourrait être d'avoir des sparring partners, d'échanges pour pouvoir être en capacité de se dire je prends ou pas la bonne décision. J'ai besoin de votre regard pour pouvoir avancer dans telle ou telle direction. Et je pense d'autant plus que dans les grands groupes. Parce qu'il n'y a aucune corde de rappel. Il y a finalement, en général, une équipe de direction assez réduite. Et on est en prise directe avec le marché, l'évolution de la concurrence, etc. Donc il n'y a pas de, entre guillemets, de filtre ou d'amortisseur. Et donc, une bonne gouvernance, c'est finalement être capable de soutenir et d'accompagner le dirigeant avec bienveillance et en le challengeant. Et ça, effectivement, c'est le principal enjeu parce qu'il faut finalement beaucoup plus d'agilité au quotidien que dans un conseil d'administration aussi structuré, aussi bien encadré que, par exemple, le Crédit Agricole ou d'autres comme Exane ou Europcar dans lequel j'ai été par le passé. Mmh. Donc en fait, si on continue un peu dans cette mouvance ce questionnement de la gouvernance, finalement, c'est d'avoir une composition de conseil qui soit suffisamment éclairée et éclairante, qui soit suffisamment alerte pour te faire progresser dans ta réflexion. Et donc, c'est d'avoir peut-être des administrateurs indépendants parce que, en fait, on a quand même une problématique, c'est l'actionnariat. Enfin, une problématique. Un élément important à prendre en compte, c'est l'actionnariat. La composition du conseil d'administration sera toujours composée de l'actionnariat principalement et éventuellement d'administrateurs ou pas indépendants. Et donc, c'est cette composition-là qui va faire qu'on va se retrouver avec quelque chose d'équilibré ou pas. Oui, puis avec un œil plus externe, plus détaché en fait. On a besoin de détachement. Je pense que la principale difficulté en tant que CEO, c'est d'être en permanence le nez dans le guidon, les mains dans le cambouis et finalement de perdre ce recul. Peut-être un autre point qui est important et j'ai pas la réponse. En fait, les mandats sont souvent en général de 3 à 4 ans. Et en fait, à l'échelle d'une PME, 4 ans, c'est hyper long. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir créer cette agilité, que la gouvernance soit aussi un peu alignée à l'évolution du marché dans lequel opère la société. Et ça, je pense que souvent les statuts ne le permettent pas. Et donc, je pense que c'est aussi au président du conseil d'administration, du conseil de surveillance, d'animer cette gouvernance. Le CEO peut faire certaines choses, mais pas tout, et d'être bien en prise finalement avec l'actualité de l'entreprise qui, quand on est une PME, l'horizon de temps, c'est pas 4 ans, c'est pas 3 ans, c'est plutôt 6 à 18 mois. Donc ça, c'est un sujet vraiment très très important. Et puis,
effectivement, il y a la stratégie et en fait par agilité, en fait ce que je sous-tends là, c'est la capacité finalement d'adaptation de l'entreprise et de sa stratégie en permanence. Je te disais tout à l'heure, pour moi je crois que ce qui est très très important et c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un administrateur, c'est d'être vraiment au contact du marché et de la réalité du marché dans lequel évolue l'entreprise. Et ça, c'est un peu compliqué quand on vient d'entreprises un peu plus établies, de comprendre les contraintes du quotidien d'un CEO. Ça, c'est clairement là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que la personnalité et la capacité à bien faire matcher un conseil par rapport à une entreprise, à la taille de cette entreprise, à son histoire est vraiment clé. Et on a eu tendance, je pense, ces dernières années à faire un petit peu, en tout cas dans les grands groupes, c'est clair, mais même un peu dans les petits groupes, sur l'expert en ceci, l'expert en cela. Et il faut effectivement des parcours variés, ça là-dessus c'est clair, mais il faut aussi être capable de bien comprendre le contexte dans lequel évolue l'entreprise et surtout l'accompagner. Et c'est-à-dire que pour être un bon administrateur dans une petite structure, il faut avoir une vision bien entrepreneuriale, bien ancrée. À contrario, dans un grand groupe, plutôt une vision processée de questionnement sur le process et peut-être un peu moins entrepreneuriale, tout en ayant pour les deux, finalement, un engagement très fort par rapport au sous-jacent, par rapport à l'activité. Alors, je pense que je reviens sur le fait qu'en général, le président du conseil, il a quand même un rôle très important dans la sélection des différents administrateurs, qu'ils soient familiaux ou externe, et de bien aligner finalement le profil des administrateurs en fonction des besoins de l'entreprise, on va dire à 2-3 ans maximum, fait qu'il faut vraiment faire un peu du sur-mesure. Et donc, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que il arrive aussi que les entreprises, à mesure qu'elles grandissent, ont besoin de structuration. Donc avoir des administrateurs qui eux-mêmes ont été dans des grandes structures et qui sont capables justement d'accompagner cette structuration, que ce soit sur le marketing, sur la conformité, sur la fonction risque, c'est très important. Mais pour le faire, et c'est là où on revient à la personnalité de la personne qui rejoindra le board, c'est être capable en fait de calibrer en fait cette connaissance à la taille de l'entreprise et son degré de sophistication. Donc je pense que c'est vraiment très 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 important de comprendre comment la personne très expérimentée va être capable finalement d'adapter ses connaissances à une structure de plus petite taille. Ouais, complètement. D'ailleurs, on parle de trois stades dans une entreprise. On parle du début, de la naissance, dans un stade de naissance. Donc, c'est un type de board. Ensuite, c'est la maturité, c'est un autre type de board. Et ensuite, on a un peu ce déclin, il faut repartir et c'est encore un troisième type de board. Et finalement, à chaque fois, il faut être agile. Et moi, je te rejoins complètement. J'ai plusieurs mandats statutaires d'administratrice, mais également un mandat d'advisory board. Et je trouve que c'est très, très confortable, l'advisory board. Parce qu'en fait, c'est très agile. On est là pour une période donnée. Ça durera peut-être pas très longtemps. On est aux côtés des dirigeants, vraiment comme une cellule grise d'entrepreneurial, et c'est très très agile dans sa manière de fonctionner, dans sa liberté de parole. On est alors c'est autre chose, et je trouve que finalement peut-être les PME serait peut-être un stade de commencer en tout cas par le advisory board, après passer au statutaire, ou alors un statutaire qui pourrait être sur des durées plus courtes. J'entends, je trouve que c'est intéressant ton point. Oui, non, je pense que vraiment c'est vraiment ce sujet de l'agilité est absolument clé. Une autre réflexion qui va te faire sourire. En fait, quand je vivais aux États-Unis, les demandes pour être administrateur exigeaient en général 80% ou 90% d'avoir été CEO au préalable. Et en fait, je ne comprenais pas cette demande en me disant, mais après tout, on peut prendre quelqu'un qui a 25, 30 ans d'expérience dans un domaine donné et cette personne contribuera autant. Étant désormais CEO de l'autre côté, je comprends beaucoup mieux
en fait cette pratique de marché aux États-Unis, parce que je pense qu'il faut avoir vécu ce qu'a vécu un dirigeant avec le stress qui y est associé, les difficultés de gestion du quotidien, souvent de structures financières, etc. Et des besoins stratégiques pour vraiment apporter non seulement une expertise technique, mais aussi une expertise du quotidien et être finalement venir là en soutien en tant qu'administrateur d'un CEO. Et donc j'ai beaucoup changé d'avis sur ce sujet-là. Oui, alors ça, moi je te rejoins complètement. Je connaissais pas cette règle américaine, mais je trouve que d'avoir été CEO et d'avoir été à la charge du PNL, à la charge de faire rentrer le carnet de commandes, de le remplir, à la charge de toutes les âmes, parce que oui, de la responsabilité des équipes, parce qu'en fait c'est ça qui pèse le plus. Tout en fait. Ce qui est d'ailleurs le plus beau, enfin, c'est finalement de se dire que voilà, on est à la manœuvre pour permettre à une entreprise de grandir, recruter, voilà, faire vivre nos salariés, mais aussi leurs familles. Mais c'est un niveau de stress et de responsabilité qui pèse énormément et qui est, je pense, très structurant à titre personnel, même si c'est très dur. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Carole Siroux, Chief Executive Officer d'Etifinance. Alors, si on part un tout petit peu justement, retournons aux US, comme tu es vraiment, tu connais très bien ce marché. Est-ce que tu vois une différence au niveau de la gouvernance entre les États-Unis et l'Europe? Est-ce que ou la France, parce que la gouvernement ou même dans l'Europe, est-ce que au sein de l'Europe, la gouvernance est un peu spécifique par pays? Est-ce que tu as cette vision-là ou? Alors, elle est assez spécifique. Mais c'est ce qui explique pourquoi je suis aujourd'hui chez Etifinance. Je pense qu'aux États-Unis, enfin, d'abord c'est réglementaire, c'est inscrit dans les textes. C'est vraiment la responsabilité fiduciaire de l'administrateur qui domine, alors qu'en France, en Allemagne, je connais mal l'Espagne, mais on a quand même une approche beaucoup plus sociale de l'entreprise et pas uniquement strictement financière et enfin, c'est une autre forme de capitalisme. Donc, aux États-Unis, et c'est en partie pour cela que l'ESG n'a pas pris aux États-Unis, c'est que c'était une vision complètement aux antipodes de la culture américaine, du capitalisme américain, et dont on voit aujourd'hui où ça nous mène. Quelles seront les compétences, à ton avis? Est-ce que tu regardes aussi par rapport à Etifinance, est-ce que vous regardez les compétences d'un board et comment est-ce qu'il est constitué? Et est-ce que ça fait partie de l'évaluation de la gouvernance? Enfin, c'est beaucoup de questions, pardon, mais... Oui, en général, c'est quelque chose qui est regardé à travers nos notations ESG, mais de manière générale, dans toute notation d'entreprise, y compris notation financière, la gouvernance joue un rôle clé, puisque, in fine, les décisions les plus importantes sont quand même prises au niveau des conseils. Et donc, on sait bien, ayant été analyste financière pendant de nombreuses décennies, que c'est généralement en fonction des choix qui auront été faits par la gouvernance, les actionnaires, etc., que l'entreprise va être plus ou moins performante. Donc le G a toujours existé. Ce qui a changé dans les analyses d'aujourd'hui, c'est le E, le S, qui est d'ailleurs plus une prise en compte du social, mais du sociétal en fait, de la prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui structurent nos cultures, nos modes de pensée et de financement. Oui, mais le G a toujours existé, mais est-ce qu'on l'évalue bien, ce G? Alors, il y a deux sujets. Est-ce qu'on l'évalue bien sur son impact potentiel sur la structure financière d'une entreprise? Je pense que oui. Maintenant, ça demande une analyse très fine. Et il faut dépasser l'analyse superficielle et vraiment vérifier dans quelle mesure les différentes personnes qui composent cette gouvernance sont susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie et la trajectoire
pouvoir de l'entreprise. Tu mentionnais les sociétés familiales. En général, elles sont contrôlées. C'est-à-dire que en fait, il n'est pas vraiment si évident pour les minoritaires de pouvoir avoir un vrai impact. Donc, c'est un ensemble entre les statuts, les règles, voilà, comment dire, la législation et puis les personnes qui la composent. Sur les entreprises familiales, on a un autre point important, c'est que en fait c'est un héritage subi ou voulu, et que parfois on se retrouve au sein d'un conseil d'administration avec des compétences qui sont là, pas forcément. En tout cas, il y a une légitimité à être là, mais il y a une légitimité, un engagement, c'est sûr. Par contre, en matière de compétences et de défis internationaux, c'est pas toujours évident. D'où l'importance à ce moment-là tu le disais toi-même. À cette phase finalement de développement, d'avoir la lucidité, une vision de très long terme pour assurer la pérennité de l'entreprise et de faire appel à des tiers qui peuvent être d'ailleurs aussi bien dans les opérationnels que dans le board, qui vont apporter cet éclairage un peu différent et permettre à l'entreprise de pivoter. Alors les entreprises familiales ou de petite taille qui comprennent vraiment l'importance de la gouvernance vont faire en général cette mutation en observant les autres, en regardant des entreprises dont ils sont proches, etc. et se lancer. Beaucoup d'entreprises, en revanche, en ont peur, d'où l'importance d'expliquer, de souvent faire des témoignages. D'ailleurs, moi, je crois beaucoup au partage d'expériences pour voilà une prise de conscience de l'importance à un moment d'avoir une vue externe. C'est valable dans la vie de l'entreprise, c'est valable dans la vie privée. Souvent, il vaut mieux être quelqu'un d'un peu détaché pour ne pas être biaisé dans son jugement, au demeurant très bienveillant. Mais un peu de rationalité finalement et un peu moins de sentimentalisme parfois qui nous fait perdre notre latin. Justement, pour revenir toujours à l'évaluation de la gouvernance, que je trouve quand même un grand sujet dans les années à venir, il me semble. Alors, j'entends ton point sur le E, et notamment dans le E, avec entre le climat et la biodiversité. Voilà, même avec la biodiversité, il y a des métriques, une complexité autre que le climat. Mais sur la gouvernance, quels sont les indicateurs qui nous permettent de faire évaluer? C'est le nombre d'administrateurs indépendants, je suppose, un petit peu. Est-ce qu'on a d'autres types, les heures de formation? Et alors, j'ai une petite question un peu existe. Est-ce qu'on regarde les types de personnalités? Moi, j'aime bien les acronymes de Jung. Est-ce qu'on regarde ce genre de choses? Alors, les personnalités, c'est très différent, sauf si tu as la possibilité de discuter avec les différents administrateurs. En général, c'est un peu la diversité des parcours, les cultures différentes. Par exemple, une société qui s'internationalise, il est absolument crucial d'avoir progressivement des gens qui rejoignent le conseil d'administration, qui aient des parcours internationaux ou au moins une appétence pour des cultures différentes, pour pouvoir faire prendre conscience que le produit, par exemple, qui peut marcher très très bien en France, devra être adapté à un marché différent. Donc, je pense qu'il faut un peu démystifier et revenir finalement à l'essentiel de l'entreprise. Quels sont ses enjeux ? Quels sont ses besoins, et en fonction de ça, aller chercher des experts ou des administrateurs pertinents pour les besoins de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment là que ça se joue. Et c'est dans le choix de ces administrateurs, mais ça c'est plutôt l'entreprise en interne qui va le vivre. De l'extérieur, c'est souvent un petit peu difficile à évaluer. Mais ça marche aussi dans les grands groupes. On voit bien que au-delà des parcours, c'est presque des tests de personnalité qu'il faut faire passer pour voir si la mayonnaise peut bien prendre au sein d'un conseil, parce que je reviens sur le collectif qui est quand même très très important.
Et moi, j'ai la chance au Crédit Agricole, tu l'as mentionné, de présider le comité des risques. On a des parcours très différents, des histoires très différentes, et c'est un vrai collectif. Et moi, quand j'anime le comité des risques, qui dure plusieurs heures, voire toute la journée, c'est important de pouvoir m'appuyer justement sur mes petits camarades de comité qui ont tous quelque chose à apporter qui complète ma propre analyse parce que ils vont challenger sur autre chose, etc. Et donc c'est vraiment important. Alors c'est vrai que sur un groupe comme Crédit Agricole, il faut quelque temps pour monter en compétences et bien comprendre tout. Donc là, il vaut mieux avoir des mandats de 4 ans, mais il faut une grande ouverture d'esprit. Il faut réfléchir à l'avenir du secteur bancaire. Voilà, il faut vraiment il faut être très impliqué dans la masse d'informations et de métiers, en fait, le nombre élargi de métiers que le groupe a, mais il faut aussi bien aller challenger le management sur leur capacité à anticiper des disruptions technologiques, etc., etc. Donc ça demande quand même d'être très curieux et de s'informer. Tu dirais que ton mandat d'administratrice te prend combien de temps, ce mandat-là ? Il me prend, écoute, un bon 15 à 20% de mon temps. Alors c'est très cyclique, donc il y a des moments qui sont un peu plus lourds. Mais en fait, je dirais que c'est un travail du quotidien, parce que à travers les lectures que je peux avoir, les articles de presse, etc. En fait, je vais être de manière beaucoup plus large que si je faisais juste la préparation de mes conseils et de mes comités. Et puis mon métier du quotidien me sert aussi beaucoup, puisque de nombreux clients, mes clients à moi, sont souvent les clients du groupe, enfin par nature, pas nécessairement les mêmes entreprises, mais donc j'ai besoin de comprendre mes enjeux et ça me permet aussi de challenger mes interlocuteurs au niveau de groupe Crédit Agricole quand je vois bien que l'activité dans telle ou telle industrie ne se porte pas toujours aussi bien qu'on veut bien me le faire croire. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Carole Siroux, Chief Executive Officer d'Etifinance. Oui, alors justement, comment on distingue les entreprises qui disent et font de celles qu'ils ne font que dire? Alors c'était quand même, notamment sur l'ESG évidemment, sur la partie finance c'est beaucoup plus facile, mais sur l'ESG, quelles sont celles qui sont congruentes, et ça se voit, et les autres? Alors pour moi c'est très très simple. En fait, tu poses un certain nombre de questions et tu vas très vite voir si c'est en fait vraiment imbriqué dans le quotidien des différents interlocuteurs. Et tu vas le voir de manière complètement indirecte à travers une conversation qui paraît bénigne. Et ils vont, soit c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la stratégie, du quotidien, et en fait, tu te rends compte qu'ils se le sont appropriés, ou bien ils vont te répondre « Ah, ça c'est pas moi, c'est le directeur de la durabilité ». Et tu serais surprise du nombre de fois où on a ce genre de réponse. Donc ça, c'est un premier indice, et ça marche vraiment. Ça marche vraiment très très souvent. Aussi la manière dont la durabilité est inscrite dans la stratégie. Est-ce que vraiment il y a un lien entre les deux ou si c'est complètement déconnecté? Tu le vois très vite également. Et également l'organisation et l'organigramme. La manière dont les enjeux de durabilité sont plus ou moins proches du COMEX et du dirigeant, la manière dont c'est décliné opérationnellement dans la communication interne, tout ça finalement sont des indices que tu peux piocher et qui vont te permettre de te rendre compte si c'est juste porté par un dirigeant mais pas du tout par le reste de l'organisation, ou si c'est vraiment fondamentalement ancré dans l'entreprise et sa stratégie. Bien entendu, le conseil d'administration et les administrateurs ont un rôle clé à jouer là-dedans.
Et je pense qu'ils peuvent être force de proposition par rapport à un management qui ne prend pas nécessairement conscience des enjeux de long terme de l'ESG ou des enjeux environnementaux, etc. Et puis un petit conseil, je pense, pour les administrateurs ou les boards, pour essayer vraiment de convaincre un management qui serait rétif ou en tous les cas peu concerné, c'est finalement d'arriver à traduire ça de manière très opérationnelle, de revenir sur des enjeux de concurrence. Et donc, pour arriver à ce résultat-là, il faut que les administrateurs eux-mêmes aient une bonne connaissance de l'entreprise, de ses produits, de sa concurrence, etc. Donc, comme tu peux le voir, c'est toujours lié. En fait, pour qu'un board ait vraiment de l'impact auprès d'un COMEX ou des dirigeants, il faut vraiment qu'il se soit approprié vraiment la boîte, son produit, sa concurrence. Sa chaîne de valeur. La chaîne de valeur, amont, aval, sur le moment, les fournisseurs, les clients, le marché, demain, et pousser un peu peut-être les limites au niveau de la prospective. J'ai eu un intervenant il y a pas très longtemps et justement on se disait là combien de conseils font venir des prospectivistes ou travaillent sur des scénarios ouverts. On a eu l'occasion de discuter avec quelques intervenants, notamment à l'EM Lyon, où il y a une chaire, je crois, qui propose des scénarios de mise en situation extrêmement concrètes à des conseils d'administration ou à des opérationnels pour se projeter à 2050, 2060, pour qu'ils aient déjà des souvenirs. Vous voyez, tu vois, des souvenirs de projection et de ramener à nous. Enfin, j'utilise absolument pas les bons mots. Et s'il m'écoutait, il serait affolé de ma définition. Mais quelque part, c'est quand même de se projeter à demain avec les scénarios qu'on peut connaître et se dire quelle va être ma chaîne de valeur, comment je vais exister finalement dans ce marché-là. Et poser d'autres questions. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais dans tes conseils? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Alors, en tant que présidente du comité des risques et avec, je dirais, mon passif d'analyse de risque, pour moi, c'est, je le fais au quotidien, c'est-à-dire qu'en permanence, essayer d'analyser une situation et de se dire quels sont les risques, comment est-ce qu'on peut les stresser, etc. Je suis absolument d'accord avec toi que c'est important de faire des scénarios, de les expliciter, de les challenger, même si in fine, on sait bien que aucun des scénarios que l'on aura vus, il faut être très lucide là-dessus, seront ceux qui vont se traduire dans la vraie vie, mais ça permet de se poser des questions et ça c'est en tout cas au comité des risques de Crédit Agricole, on est très attaché à ça et on pousse avec justement nos différentes vues pour que le management revienne vers nous avec différents scénarios. Et ça nous permet finalement, ça c'est du vrai challenge, c'est-à-dire que eux doivent travailler dessus, ils nous les montrent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, à la rigueur c'est pas le sujet. Mais ça a permis finalement en général, ça permet bien sûr d'éclairer la prise de décision, mais surtout ça va nous permettre finalement de creuser un sujet ou un autre qu'on n'avait pas nécessairement regardé sous cet angle-là. Donc je pense que ça c'est vraiment très très bénéfique. Alors c'est plus accessible aux grandes entreprises que aux petites entreprises, mais je pense que c'est plus une discipline mentale et qu'il faut pas hésiter, même dans les petites entreprises, à se dire, à faire ce qu'on appelle what if scenarios. Je vais prendre actuellement l'actualité d'Omnibus. Omnibus, comme tu le sais, c'est la simplification d'un certain nombre de textes européens, notamment en matière de durabilité. En fait, si on s'était, certains d'entre nous, posé ces questions-là, mais ça paraissait littéralement inimaginable. Peut-être que on aurait fait les choses un petit peu différemment. Et en fait, pour avoir donc voilà, je pense que se poser des questions. Je pense à un autre cas d'une société que j'ai rachetée, en identifiant un risque bien précis. En me disant voilà tel risque en l'achetant, donc d'ailleurs je l'ai acheté moins cher parce qu'il y avait ce risque-là, et puis 18 mois plus tard le risque s'est matérialisé. Et donc là j'ai appris une chose, c'est que c'est bien d'identifier un risque,
mais encore faut-il essayer de le gérer. C'est ça, la maîtrise du risque. On en parle. Voilà. Donc voilà. Donc là, par exemple, je pense que le board, ce risque avait été identifié. Il aurait pu me challenger 6 mois, 1 an plus tard, en disant comment l'as-tu. C'était un risque important, tu vois. C'était pas quelque chose de perdu dans les cartes et les matrices de risque. Mais voilà. Donc je pense que et peut-être que c'est là où dans les conseils d'administration, et j'en prends d'ailleurs ma responsabilité, je pense on regarde souvent les mêmes choses, mais on confronte pas au cours du temps les différentes conclusions ou hypothèses qu'on a pu émettre à cette époque-là. Et ça, c'est un peu le lien avec les scénarios, c'est-à-dire que les scénarios, il faut les faire, mais il faut qu'ils soient vivants. Et finalement, je pense qu'on pourrait avoir plus de discipline dans faire un espèce de rétex de certains scénarios et se dire tiens, on a un peu loupé ça, comment est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Et dans une autre bonne pratique, je suis obligée de reprendre ma casquette de délégué général, ancienne déléguée générale de l'AMRAE. Je pense que d'avoir un risk manager ou un chief risk officer au sein des entreprises. Alors, je sais que c'est obligatoire évidemment dans la partie banque et assurance, mais quand même dans les grands groupes. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, mais je trouve que, en tout cas, s'appuyer sur ces fonctions-là qui sont, on peut plus dire nouvelles, ça fait 20 ans qu'elles existent. Alors, elles ont pris une très grosse importance au moment du Covid, puisque tout d'un coup, on a regardé les scénarios, tout ça, et finalement, c'est pas que sur le Covid, c'est aussi demain se projeter et se dire que à 2030, 40, 50, quelles seront les menaces et opportunités dans la mesure de ce que l'on connaît, travailler sur des scénarios et essayer d'anticiper quand même au maximum. Et finalement, ce que tu disais, c'est que c'est le cheminement qui est important, pas forcément le résultat. C'est le cheminement de la réflexion stratégique par rapport à ces scénarios qui va faire anticiper telle ou telle décision, tel ou tel achat, telle ou telle réflexion par rapport à la direction générale. Et moi, Et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça, et c'est là où la CSRD, avec la matrice de double matérialité, elle avait normalement vocation à cela. Elle l'a toujours. Elle a été souvent un peu dévoyée, et c'est pas tant la faute des entreprises que les textes mêmes, dans un exercice finalement de conformité, alors que ça aurait dû être une vraie discussion stratégique et opérationnelle, parce que tu as parfaitement raison. Si le risk manager ne fait pas partie de ces discussions, il ne manque un bout. Et effectivement, de se dire, mais à 2030, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces changements, et comment est-ce que je commence à le traduire dans ma prise de décision et dans mes différents processus. Tout à l'heure, tu disais pour les PME, c'est plus compliqué peut-être de faire ça. Moi, je pense que les PME, elles pourraient travailler avec les filières. Je pense que ce travail seul, effectivement, il faut avoir les moyens et on l'a pas toujours. Mais par contre, travailler en filière, sa filière professionnelle, en fait, ça a beaucoup de sens. Et c'est par là que finalement, on va retrouver les mêmes problématiques de menaces et opportunités sur la chaîne de valeur de la filière. Et après, chaque dirigeant, on en revient au CEO qui est un peu notre couteau suisse, à réfléchir, qu'est-ce que je peux saisir dedans, sur quoi je peux capitaliser, qu'est-ce qu'il faut déjà que je mette de côté, parce que de toute manière, effectivement, dans les années à venir, ça va aller en diminuant. Et c'est là où finalement les uns et les autres vont devenir meilleurs et travaillent sur la pérennité de leur groupe, de leur entreprise. C'est clair que un éclairage externe, alors chaque entreprise peut trouver finalement le bon médium pour y arriver. En fait, beaucoup disent mais je peux pas, c'est concurrentiel, je peux pas partager. En fait, on peut partager beaucoup déjà sans aller donner de l'information. Et puis je trouve que c'est aussi une histoire d'ouverture sur le monde, de vouloir être assez transparent dans le sens où se poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est vraiment un état d'esprit, et il faut trouver pour tout dirigeant, d'entreprise, il faut trouver des relais qui soient, ça peut être à travers, comme tu le disais, des filières, à travers des associations, etc. Le moyen
d'ouvrir un peu son esprit, parce que tu le disais parfaitement, on est seul, que l'environnement il est pas facile du tout, et on n'a pas la science infuse et on est très pris par le quotidien. Donc de trouver des moments avec le board ou sans le board, ou avec à travers des différentes de groupements ou des entreprises qui partagent des choses équivalentes pour réfléchir à ces sujets de moyen terme, c'est vraiment très très important. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Carole Siroux, Chief Executive Officer d'Etifinance. Vous parlez d'intelligence artificielle et de la donnée. Or, ça fait quand même partie des grands enjeux. Qu'est-ce que, à ton avis, la donnée pour un administrateur, c'est un levier ou c'est plutôt un piège? Et comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à ça? Ça, c'est une question très, très compliquée. Alors, en tant qu'administratrice de Crédit Agricole, je suis submergée par la donnée. Donc ça, j'aimerais bien qu'il y en ait moins, plus synthétique, on va dire ça comme ça. En revanche, je pense que dans les petites entreprises, la donnée, c'est compliqué finalement, avoir de la donnée de bonne qualité. Donc, il faut persévérer dans la demande de données structurées, cohérentes dans le temps, etc. Après, l'IA, c'est encore une autre question, parce que ça, c'est vraiment à la confluence entre des sujets de concurrence, des sujets d'éthique, et il faut, je pense que le risque majeur, c'est finalement de soit le refuser et d'être complètement laminé, soit de le rendre très très complexe. Alors là, tout le monde est d'accord pour dire non, c'est pas possible. Et le dirigeant, il doit s'informer, ne pas avoir peur. Et en même temps prendre une certaine prise de risque, mais c'est indispensable. C'est indispensable, et il faut pas le faire en étant sur la défensive, mais au contraire en étant clair sur les enjeux, la manière dont on veut les maîtriser, le risque pris. Donc c'est aussi au niveau d'appétit au risque, et mais parfaitement conscient que aujourd'hui toute entreprise qui se dirait qu'elle doit s'en passer va probablement pas vivre très longtemps. Donc a priori c'est pas l'objectif du CEO ni du board. Carole, un sujet qui me semble intéressant vu ton expérience, c'est finalement quelles sont les bonnes pratiques pour être un bon administrateur. Alors il y aurait peut-être un peu la liste à la Prévert entre guillemets du le do à faire et le don't, surtout à pas faire. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner quelques exemples? Alors je vais dire le don't avant de parler des do. Voilà, comme ça on terminera sur un point positif. Alors, ne surtout pas rejoindre un board dont on ne partage pas la philosophie, et une société que l'on ne comprend pas, dont le secteur ne vous intéresse pas, etc., etc. Donc, ce travail en amont de recherche sur l'entreprise est clé, et éventuellement de dire non, je n'irai pas, je ne suis pas la bonne personne. Donc ça, je pense qu'il faut avoir cette... Et pourquoi il faut le faire? Parce que sinon, en fait, on est très frustré dans un board, et si on n'a pas la capacité finalement d'avoir de l'impact, c'est un exercice assez vain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut beaucoup travailler. Il faut vraiment avoir de la bienveillance à l'égard du management. Donc, il faut y aller en ayant le sentiment que l'on apporte, mais aussi que l'on reçoit beaucoup. Donc je pense que c'est pas du tout, c'est vraiment un travail, c'est pas une activité annexe, et ça n'apporte personnellement et professionnellement que dès lors que c'est un board qui fonctionne, où il y a des administrateurs et du management qui vont permettre de vous apporter un éclairage et vous nourrir. Donc vraiment, je crois que le vrai sujet, c'est le choix de la société et de ce board, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire en amont. Surtout pour un premier mandat. Parce que finalement, le premier mandat, c'est
quand même le plus compliqué. On dit souvent avoir un premier mandat, c'est compliqué. Et donc, on peut parfois faire baisser un peu ses exigences ou son alignement personnel par rapport à ce qu'il proposait et ne pas se retrouver en situation d'être épanoui ou en tout cas apporteur de valeur ajoutée. Et là, ça crée la frustration parce qu'il faut être j'entends complètement ton point, il faut être très patient. Dans un board, très patient quand on est administrateur parce qu'on lance des réflexions, on pose des questionnements et finalement, parfois, on a une résonance qui arrive 6 mois, 1 an plus tard par rapport à ce qui a été dit. Ça a été capté à un moment par la direction générale, ça met du temps, ça fait son chemin et en fait, ça revient à ce moment-là. Donc, il faut quand même une très grande frustration. Et puis, il faut écouter. Il faut avoir l'humilité d'apprendre, de comprendre la boîte, d'écouter les dirigeants et de se dire que il faut du temps pour comprendre finalement la culture de l'entreprise et avoir de l'impact. Mais entre-temps, il faut travailler. Et alors demain, je rentre dans mon premier conseil d'administration. J'ai jamais été administratrice. Qu'est-ce que tu me recommandes ? Eh bien, d'abord de te présenter et puis d'essayer de comprendre et de connaître les autres membres du board. Donc là aussi, il faut être proactif et puis d'écouter et de peut-être passer les 6 premiers mois à dire pas grand-chose, mais en revanche de montrer à travers l'engagement avec les uns et les autres, avec le chairman, etc. Que tu es présente. Donc tu peux très bien être présent sans le verbaliser. Ou en le verbalisant, je dirais, à bon escient, parce qu'en fait, il faut se dire que notamment ceux qui sont là depuis longtemps ou ceux qui sont du management, finalement, ils ont un avantage concurrentiel important par rapport à le ou la nouvelle venue. Et donc, c'est important de bien se fondre un petit peu dans le paysage, tout en s'exprimant à bon escient si nécessaire. Alors, on pourrait le mettre des deux côtés, dans le do ou dans le don't. Ce serait quoi la mauvaise posture de rester dans un conseil alors qu'il faut partir ? Et à quel moment faut-il partir ? Et pourquoi, Carole ? Alors, je pense qu'il faut partir quand on n'a plus d'impact, qu'on n'est plus aligné par rapport à les autres administrateurs, le management, les actionnaires. On a peu parlé des actionnaires, on aurait pu, et de se dire que finalement on n'apporte plus de valeur et que on est clairement plus en adéquation avec ce que fait l'entreprise. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on doit partir ou on peut partir, mais il faut avoir essayé. Je pense qu'on part pas sur un coup de tête. En revanche, il faut effectivement se dire si on considère que l'entreprise ou le management ou les actionnaires font des choses qui sont pas ce que l'on souhaite, il faut savoir partir. Mais là-dessus, c'est pas différent d'un dirigeant ou de n'importe qui se dit finalement je n'ai plus ma place ici, je n'apporte plus rien, je ne suis pas aligné avec les choix qui sont faits. Pour terminer, quel est ton rituel avant un conseil d'administration ? Je sais pas si j'ai un rituel, mais j'essaye de venir préparer déjà. Ce qui est j'aimerais avoir plus de temps pour idéalement pouvoir envoyer un peu une synthèse à mes autres membres là je parle plutôt de mon comité des risques ou le board, et de dire tiens, il faudrait qu'on creuse telle ou telle thématique. Donc en fait c'est vraiment d'essayer d'être aussi préparé que possible et d'avoir lu le maximum. Et si possible, entre les différents comités, de lire des articles qui me paraissent pertinents. J'ai un membre de comité sur mon comité aux États-Unis qui m'envoie à minima un article par semaine sur quelque chose qu'elle a lu dans la presse, qu'elle trouve pertinent. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude au sein de mes comités, avec certains des administrateurs qui sont comme ça sur la balle, d'envoyer, de nous transmettre des articles sur quelque chose, et ça nous permet finalement, dans un collectif, d'être au courant. Donc je vais trouver un article d'actualité ou au contraire un article de fond, et en fait je connais finalement mes membres de comité, je connais un peu leur
voilà, les thèmes et les sujets qui les intéressent plus particulièrement. Et donc, soit on va se partager les articles en question, soit les envoyer plutôt en bilatéral. Mais c'est une manière pour moi de préparer mes conseils. Un grand merci, Carole. Vraiment, un grand merci pour cet échange et cette vision que tu as aussi systémique que pragmatique. C'est vraiment extrêmement appréciable. Merci infiniment. Merci à toi.